Bon, on va passer sur le sujet numéro 2, qui est justement comment gérer un écosystème multi-produit. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une multitude de produits au sein de PrestaShop et même dans plusieurs entreprises. Et justement, moi j'avais déjà une question. À partir de quel moment on considère qu'on fait du multi-produit? Déjà, est-ce que c'est à partir de 2 produits? Est-ce qu'il faut plus de produits? Comment est-ce que on passe cette étape de ok, on a peut-être 1 ou 2 produits à ok, on a vraiment une multitude de produits selon vous? C'est quoi un produit? Ouais, Mais du coup, ça revient à cette question-là. On en parle tout le temps de ça, mais finalement, un produit, c'est quelque chose que tu réalises. Et à chaque fois que tu crées de la valeur et que tu apportes de la valeur à ton utilisateur, voilà. Et du coup, si tu as différentes releases, si tu vas travailler sur différents éléments, quels qu'ils soient, que ce soit un enabler, un produit final, une brique, etc. Si elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont être releasées indépendantes, à partir du moment où tu vas avancer sur une et tu vas la release, tu vas apporter de la valeur. Donc tu as un produit. Après, il y a probablement d'autres approches, mais voilà. Donc dès que tu as plusieurs releases, tu peux réaliser différents objets. Ouais. Dans du multi-produit. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition, Alexandre? Est-ce que tu avais une autre définition justement du multi-produit? Je pense qu'on a notre propre définition aussi, notre propre univers. C'est multi, voire pluri, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir en fait faire en sorte que ces produits communiquent. Et donc au-delà de la logique de shipper ou des releases et des features considérés même comme des produits en eux-mêmes ou en elles-mêmes, toute la beauté du modèle, c'est qu'on construit en fait sa solution PrestaShop avec différents produits sur une base qui n'est pas un produit mais qui est un projet open source et à laquelle on va ajouter des extensions vers le paiement, PrestaShop Checkout par exemple, une solution d'analytics avec PrestaShop Metrics. On va s'intégrer évidemment avec des solutions logistiques. On va s'intégrer avec des marketplaces ou des réseaux sociaux qui désormais deviennent des marketplaces. On vient de lancer le partenariat avec TikTok. On va travailler la performance du site en travaillant aussi l'hébergement avec PrestaShop Platform. Voilà, il y a beaucoup de PrestaShop dans ce que je viens de dire, mais ça fait autant de produits ou d'offres, et j'en ai cité qu'une partie, et en fait qu'une infime partie, parce que on a vocation à être une plateforme e-commerce, mais on est aussi une plateforme dans notre business model de mise en relation des entreprises qui utilisent PrestaShop avec des experts, avec des solutions techno, donc j'en ai cité certaines, mais là on parle de 7000 fonctionnalités additionnelles, connecteurs, thèmes. On parle évidemment aussi de plusieurs centaines ou milliers d'hébergeurs possibles. On parle de 300 000 marchands qui ont construit leur boutique et qui ont développé leurs propres solutions. Alors est-ce qu'on considère que leur site est un produit? Je ne sais pas. Mais en revanche, on peut dire qu'il y a certains sites qui ont développé aussi, grâce à l'open source, des fonctionnalités qui sont très particulières et qui leur sont propres. Tel site sur, par exemple, je pense à un site qui s'appelle Bonjour Maurice, c'est une marchande belge qui permet de constituer une box de vêtements qui vont être pour enfants. Donc vous avez 15 pièces dedans et ça va habiller votre enfant sur toute une année ou plusieurs années, avec la possibilité de retourner les vêtements, d'avoir un cycle de cette manière embarqué, et donc pour personnaliser cette box, vous allez piocher différentes références, etc. C'est un produit qui n'est pas forcément destiné à tout le monde, mais que cette entreprise a créé pour ses propres besoins. Et donc il y a certainement, au-delà des 7000 dont je parlais, certainement beaucoup plus de produits créés autour de PrestaShop. Mais justement, quand tu as autant de produits, comment est-ce que vous faites pour garder cette vision que vous aviez au départ? Parce que forcément, plus on va avoir de produits, et là, pas que en termes de fonctionnalité, mais par exemple quand on a
un produit, imaginons chez Mythic, on a d'abord Mythic, puis après on a Division de main qui est plus pour les seniors, on a Affini d'un autre côté, vous chez PrestaShop vous en avez une multitude. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette vraie vision de l'entreprise et on se dit ok, let's go, on va créer un nouveau produit. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que finalement on détourne un peu notre vision? Comment on fait pour adapter cette vision avec cette création de produit? Vaste question. Comment on fait pour adapter cette vision? Est-ce qu'on adapte la vision déjà quand on crée d'autres produits finalement? On ouvre des nouveaux pans potentiellement, c'est ce que tu décrivais là, tu ouvres des nouveaux segments et donc tu vas chercher à mieux adresser finalement une cible à partir d'une déclinaison de ton produit. Donc là que tu citais, ou carrément avec des produits. Donc nous par exemple le parallèle avec nous c'est qu'on va avoir différents métiers e-commerce sur lesquels on peut ou pas se positionner en tant qu'entreprise. Les 7000 produits dont parlait Alexandre, ce ne sont pas nous qui les éditons. On a un produit qui permet justement de les distribuer. Donc c'est notre marketplace. En tant que commerçant, on a justement notre propre produit de distribution sur lequel il y a un grand nombre d'éditeurs. La vraie question par rapport à notre vision, c'est sur quel add-ons finalement, et donc sur quel métier e-commerce ça a du sens pour PrestaShop de se positionner. Et donc là, ça recoupe avec la vision qu'on souhaite adresser. Et pour préciser ça vis-à-vis de PrestaShop, pour répondre à déjà un segment, donc commençons par ceux qui débutent leur activité e-commerce avec PrestaShop, tout part bien sûr de notre projet open source, qui est la plateforme de départ. Cette plateforme ne couvre pas tous les besoins, ne couvre pas tous les besoins primaires. Donc déjà, on va essayer de répondre aux besoins primaires pour apporter en complément de la plateforme open source les besoins primaires et universels, c'est-à-dire qui touchent vraiment l'ensemble des marchands, et chacun après, comme le décrit très bien Alexandre, vont avoir des spécificités qui sont liées à leur propre business, et c'est ça qu'offre la chaise de PrestaShop. Par contre, il y a des besoins qui sont primaires, ça, tout le monde a besoin de solutions de paiement, et effectivement le projet open source n'a pas vocation à couvrir ce besoin-là, donc est-ce que ça a du sens pour nous de se positionner dessus? Oui. Ça permet de couvrir finalement avec un écosystème, avec notre propre écosystème en tant qu'éditeur, des besoins primaires. Après, aller sur des besoins spécifiques, c'est là où on commence à sortir peut-être de notre rôle et de notre vision principale. Et justement, quand tu parles de produits spécifiques, est-ce que ça vient de la partie produit? Est-ce que ça vient de la partie potentiellement direction, du coup CEO, qui décide à un moment donné, let's go, il faut qu'on sorte un nouveau produit? Est-ce que c'est en bonne entente? Est-ce que c'est justement ça vient plutôt d'encore plus haut? Est-ce que comment ça se passe? Vraiment, non mais justement, posons, on est aussi justement là pour discuter, mais est-ce que ça peut venir finalement des besoins utilisateurs? Qu'est-ce qui fait qu'on d'un coup on se dit ok, on va ouvrir une nouvelle verticale potentiellement sur notre produit? Ouais, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça et ça coulait assez de source. Ça correspondait à la vision qu'on avait définie, quoi, de la mission d'entreprise. Je pense à finalement on l'ouvre par avoir un produit, une équipe qui a peut-être pas travaillé sur un produit mais sur un besoin, qui va se traduire mécaniquement par un produit, et finalement c'est on ouvre un besoin sur lequel on n'est pas positionné et qui, si on revient sur ces besoins primaires, il y a des besoins primaires qu'on ne couvre pas et effectivement on a maintenant la capacité de pouvoir les couvrir. Et donc on n'a pas commencé par dire on va faire un produit, on a commencé par dire on va construire une équipe qui va du coup travailler sur cette problématique et qui mécaniquement générera un ou des produits autour de ça. Mais qui reste toujours dans les missions primaires de PrestaShop qui... Exactement. Forcément. Et justement, notre force, c'est d'avoir un écosystème qui va répondre à d'autres besoins. Voilà. Après, non, ça ne tombe pas du ciel. Ensuite, il est clair qu'il y a aussi des considérations, pour être très pragmatique et terre à terre, et les équipes le savent bien. Il y a aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Il faut qu'on a priorisé tel sujet plutôt que tel autre. Voilà, la réalité d'une entreprise, c'est évidemment d'écouter ses utilisateurs, ses clients sur leurs besoins primaires. Et puis il y a des convictions qu'on va avoir aussi, ou peut-être qu'on va avoir envie de devancer un peu ou de faire un pas de côté sur des choses qui sont peut-être moins évidentes aujourd'hui. Je parlais de l'impact il y a quelques minutes. Je parlais de l'accessibilité aussi. C'est un sujet. Et aujourd'hui, on n'est pas ou peu présent dessus. Est-ce que c'est notre rôle d'y être? Est-ce que c'est notre rôle d'y être maintenant? Comment on va le prioriser? Et donc, il y a
discussion qui va naître sur certains sujets qui peuvent être aujourd'hui potentiellement hors scope par rapport aux besoins primaires, aux priorités que l'on s'est données, mais sur lesquelles il va falloir aussi qu'on puisse s'engager. En tout cas, ça sera un sujet pour l'année prochaine. Donc en avançant, finalement, on précise aussi certains éléments. Et donc le sujet dont tu parles, c'est quelles sont les valeurs de PrestaShop, ou en tout cas sur lesquelles on veut encore plus s'appuyer, et qui peuvent passer par la création de produits pour répondre finalement à... Mais on revient sur le haut de la pyramide, c'est quelle est la mission, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et donc comment on peut de mieux en mieux y répondre. Et il y a des choses qui sont, je dirais, peu explorées et qui peuvent demain être plus explorées. Et alors, on parlait tout à l'heure de l'organisation finalement que tu as mis en place, qui visiblement convient, en tout cas actuellement, à l'écosystème PrestaShop. Est-ce que, lorsque la société est en train de grandir, vous construisez de plus en plus de produits, est-ce que l'organisation est scalable par rapport à cette création de C'est le point de départ. C'est le point de départ d'avoir une organisation qui soit scalable pour répondre à la croissance de l'entreprise. Donc c'est vraiment construire quelque chose de scalable. Et pour le coup, ça le démontre actuellement. On a une forte capacité à faire grandir les équipes. Pas la même équipe qui grandit, ça va être donc des tribus qui répondent à un des objectifs majeurs. On a plusieurs métiers chez PrestaShop, chaque tribu finalement répond à un de ces métiers. Et à l'intérieur de cette tribu, on va avoir différentes squads qui vont répondre à un objectif précis finalement de ce métier. Et on peut ajouter finalement un certain nombre de squads. Donc on ne va pas faire grandir les équipes, c'est toujours la fameuse split setting, on se limite à un nombre d'individus qui est limité et qui permet vraiment d'avoir une équipe qui est soudée, qui se comprend et qui est capable de travailler vraiment tous les gens ensemble. Donc ça ne va pas faire grossir une équipe en tant que telle, c'est plutôt additionner un certain nombre d'équipes. D'ailleurs, juste dans le chat, on a Flochou qui nous dit, pour répondre à cette question, le multiproduit, c'est intéressant de se remémorer les 3 types de PM que Jonathan Golden a décrit dans le premier PM de Airbnb. Il y a le PM pionnier, du coup, qui explore, fait du discovery massif, des risques. Le PM settler qui industrialise et push le growth. Et la troisième partie, c'est le PM town planner qui vise au réemploi de ressources existantes pour opérer divers produits justement. Les 3 PM ont des profils différents. Et tout cela évolue justement sur les diverses trajectoires pour chaque société. C'est ce qu'on dit des entrepreneurs. Complètement. Ce que tu viens de décrire, effectivement, c'est les différents profils d'entrepreneurs. Ceux qui partent d'une feuille blanche et finalement, dès qu'ils ont exploré, après ils se lassent ou ils ont moins de motivation. Et au contraire, tu en as d'autres qui vont structurer et ceux qui vont gérer. C'est les 3 que tu viens de décrire. Et c'est 3 moments. Et la complexité qu'on a, c'est aussi les temps de l'entreprise. Mais on va avoir des temps différents en fonction des produits. Et donc en fonction des squads, on va avoir besoin de tel profil plutôt pioneer, l'autre plutôt settler, et le dernier town hall, là, c'est quelque chose qu'on vit, et donc ça pose cette complexité. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de rester au contact. Et le scale, où finalement c'est effectivement comment on va reproduire ce modèle de squad. Et ce qui est intéressant là dans ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a mis ça en place avec un modèle précis qu'on a décrit tout à l'heure, et qu'on sait désormais dédupliquer en termes de modèle. On recrute des profils uniques qui vont correspondre à tel ou tel squad. Ce qui est important, c'est désormais, c'est de se dire que il va y avoir d'une certaine manière au sein d'une tribu, entre les squads, des besoins communs. Donc va naître aussi la nécessité de mettre en place une sorte de colonne vertébrale qui va adresser ces besoins communs. Et donc au départ ça faisait pas forcément de sens parce que une squad, 2 squads, mais quand là on commence à avoir ces sujets, notamment au sein d'une tribu où on a 3 squads qui ont des besoins communs, même d'ailleurs avec d'autres tribus. Et donc l'enjeu, ça va être de voir si on met en place une squad transverse, voire une tribu transverse, qui permet d'adresser ces sujets. Et ça aussi, on l'apprend sur le chemin, avec un peu de recul, c'est assez logique, c'est le sens de l'histoire, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Et donc même sur le modèle de départ, il y a aussi des évolutions qui apparaissent parce que notre organisation a besoin de s'étoffer, et quelque chose qui était core au sein d'une squad peut devenir aussi commun et développer de nouveaux besoins en termes d'organisation. Et là, on parle de multiproduits quand l'entreprise elle-même crée de nouveaux produits, mais des fois, il y a des rachats. Et donc là, on devient de facto multiproduit. Pour vous, est-ce que vous avez justement des conseils peut-être pour comment s'imprégner de la culture de l'entreprise? Parce que ça va être 2 entreprises avec 2 cultures très différentes potentiellement. Est-ce que vous avez déjà vécu ce système potentiellement de rachat ou pas, d'être soit racheté, soit racheteur?
comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là pour garder une cohérence globale, avoir toujours aussi son identité potentiellement ou pas? Est-ce qu'il faut avoir gardé son identité? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là, finalement du rachat? Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vécu ça ou pas. Il y a deux modèles qui voient, de grands modèles. On voit le modèle de rachat-fusion. Nous, on y croit moins, mais qui peut se faire directement ou progressivement. Moi, avant, j'étais chez Google. YouTube, c'est un rachat. Waze, c'est un rachat. J'ai vu des startups dans le grand groupe qui sont devenus finalement des produits au sein d'une suite vendus par ce grand groupe. Nous, on a envie de... Enfin, on est dans cette logique en fait partenariale. Donc on a l'habitude finalement d'intégrer au sein de notre plateforme les solutions tierces avec des vraies marques. On est partenaire avec MailChimp et Sendinblue. On est partenaire avec PayPal et Stripe. Et le sujet, c'est pas d'aller gommer ces superbes acteurs. C'est plutôt de voir comment, en se mariant, en alliant la puissance de PrestaShop et la puissance de telle solution de paiement, de telle solution marketing, etc., on va pouvoir apporter de la valeur. Et on a vraiment une logique ouverte. On n'est pas dans un sujet de gommer et de dérouler en mode rouleau compresseur avec un seul logo et parfois un drapeau avec des étoiles. Une ou plusieurs. Moi, j'ai pas vécu de rachat spécifiquement pour répondre à ta question, mais du coup, tu as malgré tout un produit qui se construit par la culture qu'il a développée, par l'attachement qu'il a créé avec ses utilisateurs. Donc là, on parle de marque très bien, mais derrière la marque, il y a l'expérience qui va avec. Et c'est l'ADN en fait, même du produit, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ni remplaçable ni fusionnable, ou alors ça disparaît complètement. Donc après, tu peux imaginer transférer quand c'est sur des sujets communs ou assez proches, mais dans les cas que tu as cités, c'est des problématiques et des propositions de valeur qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires. Donc finalement, toute la valeur qui a été créée, elle est vachement basée sur l'expérience qui existe. Donc je vois pas vraiment de schéma où tu vas complètement l'intégrer. Sauf si c'est quelque chose de très très proche, auquel cas tu transfères finalement l'usage que tu as sur un produit vers un autre pour fusionner les deux à la fin. C'est du rachat de base utilisateur ou client, ou sinon c'est des entreprises qui sont plutôt des point solutions, des quelques features qui vont s'intégrer à une entreprise qui a un scope beaucoup plus large, et donc un produit aussi qui a un périmètre, une proposition de valeur plus large. Et justement, justement, est-ce que il y a des apprentissages à faire quand, par exemple, avec rachat ou pas, quand on fait des nouveaux produits, inter-équipe, de pouvoir réutiliser par exemple des méthodos parce qu'on sait qu'elles fonctionnent très bien sur cette squad-là et sur cette feature team-là. Donc finalement, on va dupliquer pour essayer de le faire sur cette nouvelle feature. Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce que vous avez des frameworks peut-être que vous avez déjà presque de marque blanche? On sait qu'on va lancer un nouveau produit, hop, t'as plus qu'à dérouler finalement un petit peu la présentation, même s'il n'y a pas de choses miracles, mais grosse maille, on va faire du Scrum par exemple, ces phases de discovery, finalement il faut le faire toujours de cette manière-là, vous allez pouvoir faire des interviews de cette manière-là, ou pas justement. Moi je crois beaucoup à ça, c'est qu'il y a un framework à proposer, donc finalement tu as une culture commune, une approche commune, un framework qui est encore une fois itératif et évolutif par les apports à l'extérieur ou interne au fur et à mesure de notre apprentissage, qui n'est pas trop enfermant, toujours le gros risque, et donc pas limitant. Donc c'est plutôt une boîte à outils à utiliser et on voit que les personnes se l'approprient plus ou moins en fonction de leurs affinités avec ce qui a été proposé. Donc ça pour la méthode, et après pour le produit, on revient aussi sur cette logique de requirements. Pour construire un nouveau produit, il y a un certain nombre d'éléments d'expérience finalement qui sont importants d'avoir en cohérence, parce qu'à la fin notre utilisateur, oui ça va être un écosystème de produits, mais pour lui à la fin c'est une expérience. Et il va basculer un moment dans un produit, un moment dans un autre. Et ça, c'est finalement comment c'est construit. Mais pour lui, c'est la même finalité. Donc il y a des enjeux majeurs pour avoir, ça va se traduire par un design system par exemple,
des structures communes. Et ce qu'on commence à délivrer de plus en plus avec nos partenaires pour que, sans gommer leur proposition de valeur loin de là, en appliquant finalement une expérience ou un bout d'expérience commun qui garantit finalement à l'utilisateur d'être dans l'univers connu et l'appropriation au mieux. Et pour finir, est-ce que vous auriez un tips pour les personnes qui passent justement d'un single product management à un portfolio product management? Quel serait le tips finalement ou la chose à ne pas faire peut-être lorsqu'on passe de justement un produit à plusieurs produits en gestion? L'ultime conseil. Ouais. L'ultime conseil. Limiter les dépendances. Oui. Mauvaise expérience? Non, c'est la réalité. Hein. C'est une des complexités majeures du produit. Ok. Travailler sur les entrepôts. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a cette colonne vertébrale. Travailler en pluridisciplinaire pour intégrer les priorités des différentes équipes ou des différents domaines. Tech, produits, revenus, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous, mais c'est aussi clé pour ensuite derrière prioriser les ressources que l'on va positionner sur tel ou tel sujet. Quand on passe dans du multi, et d'ailleurs on l'a fait, hein, on a là récemment par exemple décidé de renforcer une squad pour pouvoir accélérer le delivery sur un sujet précis et on l'a fait en allouant finalement le sprint d'une certaine manière d'une autre squad à la squad en question et c'est important aussi de pouvoir savoir quelles sont les priorités et faire ses choix parce qu'on n'est pas dans un champ de ressources limitées non plus. Ce que je veux rajouter, hein, c'est la communication. Communication et l'esprit d'équipe. Hein. Au global, c'est finalement à la fin prendre ce recul pour pouvoir, comme ça a été fait là, un gros coup de pouce qui a permis à une équipe de sortir la tête de l'eau et à l'autre d'apporter sa valeur parce que finalement elle l'a aidé sur ce qu'elle savait, sur l'expertise qu'elle avait de plus forte. C'est ça qui est vachement pertinent. Donc, je pense que j'ai l'impression que ça a été bien du coup compris par les équipes parce que ça peut être un risque de faire ce genre de move un peu contré. Il y a une super adhésion au sujet, je pense que ça m'est fait presque naturellement, il n'y a pas eu de drive de je sais pas où en haut. Non mais favoriser la communication qui est toujours assez complexe comme sujet pour que tout le monde comprenne finalement les enjeux des autres et que ce ne soit pas les uns et les autres finalement, que ce soit une seule et même équipe même si chacun va travailler sur son propre périmètre. Voilà, exactement. Ouais, donc c'est limiter les dépendances et renforcer la collaboration et c'est pas que des mots, c'est savoir comment on arrive à faire que cette recette fonctionne. Vous avez peut-être un mini comité entre PO, j'imagine mensuel ou parce que je sais qu'il y a en fait c'est la démo. Encore une fois, comment tu limites aussi le temps passé sur des échanges, etc. Et la démo, qui est un moment très très fort, on le fait au niveau des tribus. Et on a un cycle de 3 semaines, donc tous les 3 semaines, tu as la démo de chacune des tribus. Je prends cet exemple-là parce que c'est intéressant, l'IT. Interne, qui est une tribu à part entière et qu'on a structuré, je dirais, qu'on est en train de structurer, qui inclut la data, qui est finalement une des nouvelles tribus, fait sa propre démo aussi, et ça montre, finalement, et ça permet au reste de l'entreprise, parce que c'est bien sûr ouvert à tous, de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui est fait, et de poser des questions, etc. Donc, ceci... c'est l'élément central, quoi. Donc c'est comment finalement, sans rajouter de temps fort, ou d'éléments de communication, profiter des rituels principaux pour le faire. Pas se rajouter des rituels, plutôt maximiser ceux existants. Ouais.